Alors, je vais prendre un peu de temps pour vous présenter. Vous me corrigerez si je fais des erreurs dans cette présentation. Donc, nous allons écouter donc, en deuxième intervention Salah Tarissi, qui vient d'arriver. Donc, professeur en histoire et civilisation du monde arabe et musulman à l'Université de Lyon 2. Vous êtes membre également du conseil scientifique du Centre international de recherche sur l'esclavage et membre du comité de suivi des recherches dans le monde arabe, la route de l'esclave, donc à l'UNESCO. Vos recherches portent sur l'histoire et la civilisation du monde arabe et musulman médiéval, et en particulier donc, sur l'esclavage en Méditerranée, dans le monde musulman, dans son histoire, sa mémoire. Et parmi les ouvrages que vous avez publiés, on peut citer par exemple Résistance et mémoire des esclavages, espace arabo-musulman transatlantique, publié à Carcala en 2014, donc avec Olivier, Le Charrosier, comme éditeur de l'ouvrage. Alors, nous allons vous écouter, donc les communications sont de 25 minutes, et donc les discussions ont lieu après. Donc, le thème que vous avez choisi pour aujourd'hui, c'est de l'impur, de l'abject et du sauvage, dans les chroniques arabes classiques. Voilà, donc nous vous écoutons. Merci de votre présence. Merci. Malgré l'invitation, désolé pour vous avoir obligé donc à décaler l'intervention. Alors, je vous invite en effet à partir avec moi donc au premier Moyen Âge, donc avec la naissance de l'islam et surtout avec l'apparition des premiers empires arabes. Parce que je pourrais dire, c'est que la fin de la guerre civile, donc, qui a été suivie par le meurtre du calife Ali en 661 à Médine, cette fin de guerre donc, va sonner le glas du premier État archaïque primitif, un État patriarcal, et le triomphe du parti des Omeyyades donc, va favoriser l'établissement d'un immense empire colonial. La victoire rapide sur les Perses et les Byzantins donc, a permis l'annexion de riches terres allant de l'Atlantique à l'océan Indien. C'est dans cette nouvelle donc, conjoncture que nous allons justement essayer de voir comment a débuté la mise en place progressive des empires coloniaux arabes. Drainant des richesses faramineuses et des foules nombreuses de captifs, ces conquêtes auront des répercussions considérables sur les mentalités et la vie des Arabes. Une de leurs conséquences immédiates est la montée en puissance d'une nouvelle aristocratie. Bon, je crois que je vais enlever un petit peu, parce qu'avec le vieux, je ne peux pas dire ce que je disais. Donc, une de leurs conséquences immédiates est la montée en puissance d'une nouvelle aristocratie, donc ayant acquis ses titres de noblesse par le fait des armes. Un autre effet consécutif donc, à la nouvelle donne est la concentration de plus en plus grande de la propriété foncière entre les mains des élites militaires. À ce phénomène, il faudrait ajouter également un autre fait notable, c'est-à-dire le recours progressif et soutenu donc, dans toutes les activités économiques à une main-d'œuvre servile dont l'importance était sans cesse accrue par les foules d'esclaves confluant de tout pays et de toute origine. Fort de leur succès, les généraux des armées musulmanes s'étaient conduits en prédateurs assoiffés d'esclaves et de butin. D'où un changement radical par rapport aux formes anciennes d'esclavage familial et symbiotique connues en Arabie et qui vont complètement donc s'opposer au nouveau modèle colonial des empires islamiques. Ce que l'on peut dire également, c'est que ces victoires soudaines et fulgurantes ont frappé l'esprit des Arabes au point de les considérer comme un signe divin un signe divin qui leur conférait donc une sorte de noblesse et une supériorité absolue sur les autres peuples en glorifiant leur pouvoir et surtout la justesse de leur foi. Comme le dit Ahmed Amin, ces derniers eurent le sentiment d'avoir été ontologiquement transfigurés et que le sang qui coule dans leurs veines était d'une parfaite et inaltérable pureté et qu'ils pouvaient dès lors donc s'arroger le droit et le privilège d'imposer aux autres peuples leur force et leur domination. Certains exégètes musulmans n'ont même pas hésité à invoquer le témoignage de Dieu, voyant dans le verset coranique numéro 110, donc de la sourate 3, la famille d'Imran, l'affirmation donc de la légitimité de leur noblesse et de leur puissance. Alors, ce verset dit ceci, donc vous êtes la meilleure nation que Dieu a fait surgir pour les hommes. De manière générale, les sources documentaires arabes se font l'écho de l'ampleur de la captivité et de l'esclavage
en ces temps initiaux. Deux phénomènes qui ont terriblement ravagé les pays conquis durant plusieurs siècles. Mais les textes dont nous disposons sont souvent lacunaires et tendent à idéaliser les réalités donc vécues. Ce qui prive l'historien du levier dont il a besoin pour reconstituer donc les contours du réel, loin des reflets trompeurs, des récits édulcorés et défensifs. Mais il arrive tout de même que d'autres récits de dates et de nature diverses présentent des données qui offrent l'avantage de restituer, ne serait-ce que partiellement, la trame des changements historiques. Ces textes sont sans doute loin d'être homogènes ou irréprochables, mais ils permettent parfois de discerner les faits en les replaçant dans l'infinie variété du réel. C'est ainsi que nous constatons, par exemple, dans leurs chroniques respectives, chez Al-Baladouri et chez Ibn Abd al-Hakam, donc ce sont les premiers chroniqueurs et les premiers historiens arabes, avec At-Tabari, donc qui va être vraiment le père de l'historiographie et de l'histoire. Donc ces historiens offrent donc des informations éclairantes sur les enjeux de la conquête et les traitements infligés aux populations soumises. L'on se rend compte que plus qu'une guerre d'usure, les campagnes menées en Égypte, en Libye, en Cyrénaïque, en Libye, ou en Ifriqiya, l'Ifriqiya c'est la Tunisie plus une partie donc, de l'Est algérien actuel, et également en Espagne ou en Afrique subsaharienne. Donc ces guerres ont été marquées essentiellement par la violence et par la course frénétique à l'asservissement. Et l'on se rend compte qu'à l'opposé des provinces orientales qui avaient été conquises au départ, la conquête du Maghreb a été, selon Ibn Khaldoun, la plus longue et la plus ravageuse. Dans leurs livres respectifs sur ces épisodes de guerre, donc Ibn Abd al-Hakam, l'historien égyptien, et l'espagnol Ibn al-Ibari évoquent des violences extrêmes et des quotas effarants donc, de captifs réduits en esclavage. Sous le gouvernement militaire de Moussa ibn Moussaï, c'est le général donc, qui avait envoyé donc l'armée de conquête en Espagne et qui avait réalisé la conquête donc, de l'Espagne en 711. Pardon. Donc, sous son gouvernement, Ibn Khaldoun évalue entre 70 000 et 100 000 le nombre de captifs berbères et espagnols transférés donc, à Damas, en Syrie. De son côté, le chroniqueur byzantin Théophanès avance le chiffre de 80 000 captifs donc faits par Uqba ibn Nafi', donc le conquérant de l'Ifriqiya. On remarque également que dans les travaux faits par Mohamed Talbi, qui est un historien tunisien donc, qui vient de nous quitter, hein, il est mort il y a un an et demi, dans ses travaux sur la Tunisie médiévale, il évalue le nombre d'esclaves réduits par les musulmans à plus de 400 000 en l'espace en moins d'un siècle. Alors, bien sûr, ce sont les Berbères qui avaient souffert donc, le martyre hein, de cette conquête pendant presque un siècle, mais il faut dire aussi qu'enfin, une fois leur autonomie conquise, les Berbères, victimes d'hier, ne tardèrent pas à s'ériger eux-mêmes en marchands d'esclaves, transformant leur pays en tête de ligne donc, du commerce transsaharien. Les premiers recueils juridiques arabes et les traités d'exégèse font ressortir la manière dont était vécu et pensé l'esclavage. Et c'est là où je voudrais en venir. Les esclaves sont présentés le plus souvent comme une composante essentielle de la société. Ils sont souvent associés aux grands et aux petits bétails, aux terres agricoles et aux outils donc, de travail. Alors, je ne parlerai pas ici donc de certaines formes d'esclavage, notamment l'esclavage militaire, qui va donner naissance, bien sûr, aux Mamelouks, qui présideront aux estimés de l'Égypte, de la Syrie pendant plusieurs siècles. Je ne parlerai pas également des esclaves chanteuses et des concubines royales, donc qui, elles, ont un statut tout à fait particulier à part. Je ne parlerai pas non plus des eunuques, hein, qui constituent une catégorie d'esclaves spécifique, hein, et qui méritent bien sûr
un travail à part. Je parlerai de la masse la plus importante d'esclaves que les Arabes appellent Warsh al-Abid. Donc, on a deux catégories d'esclaves. On a ce qu'on appelle l'Abid al-Ruqa, donc des esclaves de haut prix, des esclaves de l'excellence en quelque sorte, qui bien sûr sont recrutés dans les cénacles des grands bourgeois ou des palais, et les concubines, ainsi de suite, les concubines princières royales, de l'île aussi, qui sont aussi dans ces circuits-là. Et puis, bien sûr, les militaires qui, enfin, je parlais des Mamelouks, hein, donc parmi les Mamelouks, ce sont essentiellement donc, des esclaves blancs, donc soit circassiens, mais également des esclaves donc slaves, hein, donc de l'Europe centrale ou de l'Espagne, ou également donc venus de l'Italie, de la Sicile, hein, donc lorsque la Sicile était sous domination musulmane. Je parlerai donc de ces esclaves qu'on appelle Warsh al-Abid. Warsh al-Abid veut dire des esclaves de bas prix, des esclaves donc vraiment de basse espèce. Hein, c'est un terme tout à fait péjoratif en arabe et qu'on retrouve sous la plume de plusieurs donc, auteurs. Alors, je voudrais également donc préciser quelque chose par rapport à la question donc de la couleur dans la tradition, dans le recrutement des esclaves chez les musulmans. Donc, une des spécificités également de l'esclavage au premier Moyen-Âge, c'est que cet esclavage oriental, cet esclavage donc, qui se rapporte au monde arabo-musulman, se différencie bien sûr du modèle transatlantique, hein, et il s'apparente plutôt à celui donc, de l'esclavage romain ou de l'esclavage grec, hein, de l'esclavage antique en quelque sorte. Même si des auteurs anciens, hein, comme Al-Jahad ou Al-Mas'oudi et également Ibn Qutayba, parlent déjà très tôt, hein, et on va le voir, de la prégnance d'un discours franchement racialisé. Donc, on peut dire que malgré tout cela, le recrutement des esclaves n'était pas toujours fondé sur une base phénotypique, comme il le sera plus tard, donc, à partir de ce qu'on a appelé la découverte hein, de l'Amérique ou de l'engagement des Portugais et des Espagnols hein, dans cette histoire. C'est qu'à partir du XIVe siècle que la question devient épineuse, donc, par rapport au problème de la couleur. Hein. Elle sera encore plus palpable quand l'analogie entre noirs et esclaves va s'emparer des esprits dans le monde arabe. Hein. Parce que cette confusion, elle est toujours d'actualité, hein, et dans certaines régions du monde arabe, soit en Égypte, soit en Tunisie ou en Algérie, donc elle est encore vivace. Hein. Donc je prendrai juste un exemple. Il y a 1 an et demi, en Algérie, donc, c'est un fait divers hein, qui a mis en branle tous les réseaux sociaux. En Algérie, une jeune fille du sud, donc saharien de l'Algérie, a été élue Miss Algérie. Alors le problème, c'est qu'elle a une peau très foncée. Et ça a suscité bien sûr des émois et il y a une situation terrible, hein, alors qu'on est au XXIe siècle. Alors, ce que j'essaierai de voir avec vous, c'est qu'à partir de l'analyse de quelques indices puisés dans les textes classiques, donc on va voir que l'on pourrait reconstituer l'architecture des procédés de modélisation de l'imaginaire collectif, hein, cet imaginaire qui va se perpétuer par la suite dans l'histoire, et de saisir les effets cumulatifs de ces discours racialisés et de leur résonance en matière de pérennisation des inégalités et des discriminations. Ce qui importe ici, c'est de comprendre l'entrée en jeu des préjugés de couleur et des modes de fabrication des hiérarchies imaginaires et des marqueurs d'identité culturelle et physique. Les sources arabes nous renseignent de manière assez significative sur l'évolution des mentalités. Et c'est à cela, je veux dire, où je voudrais en dire, à quel moment précis de l'histoire du monde arabe musulman pourrait-on faire remonter les prémices d'une naturalisation et d'une essentialisation donc des Noirs? Comment s'est opéré le passage du simple cliché vers une stigmatisation systématique et une racialisation du discours? Alors, il faut dire qu'a priori,
l'emploi de la notion de race et de discours racialisé pourrait paraître déplacé ici au XXIe siècle, puisqu'on parle en fait du Moyen-Âge et du Haut Moyen-Âge. Certains diraient même que ce serait anachronique. Mais malgré tout, il me semble qu'il ne serait pas impertinent de faire usage de cette catégorie de mots lorsqu'il s'agit bien de discours idéologiques et imaginaires visant explicitement à classifier, à hiérarchiser, à naturaliser ou à essentialiser des peuples. Je pense, alors certains proposent le terme de proto-racisme ou proto-discours racialisé. Mais je ne crois pas que cela puisse nous aider à mieux donc comprendre les choses. En tout cas, de toute façon, il s'agit de discrimination, de ségrégation et voire même parfois d'élimination de certaines populations entières définies comme collectifs naturels. Donc, alors, permettez-moi donc bien sûr d'utiliser donc en effet ce terme-là avant l'affirmation bien sûr concomitante de la raciologie scientifique et de l'état raciste, donc des états racistes contemporains. Alors, comme vous le savez sans doute, l'islam ne s'est imposé au Maghreb que 5 ou 6 siècles, donc après la conquête. Et puis l'arabisation encore plus tardivement. Dans certaines régions du Maghreb, il y a des villages, des régions entières qui ne sont pas encore arabisées. Où les enfants, quand ils rentrent à l'école primaire, au CP, ils sont donc, ils apprennent l'arabe comme langue étrangère. Donc, on sait donc que le Maghreb, comme le dit Ibn Khaldoun aussi, les Berbères avaient apostasié plus de 15 fois. Et que l'imposition, que l'arabisation et l'islamisation se sont imposées non sans mépris envers les Berbères, du fait de cette longue résistance et surtout du fait de justement de ces terribles ravages qu'ils ont subis donc lors de la conquête. Du coup, aux yeux des premiers conquérants arabes, les Berbères sont définis comme étant un peuple vil, fruste et sauvage. L'historien Ibn Aydari, l'historien espagnol Ibn Aydari, disait d'eux qu'il s'agissait de bêtes en liberté. L'on établit même à leur rencontre des hadiths, donc des paroles du prophète de l'islam, forgées de toutes pièces bien sûr, pour les stigmatiser et justifier leur réduction d'esclavage. Et c'est là où on retrouve, donc vous avez un atlas géographique fait par un géographe qui s'appelle Yaqut al-Rumi. Hein, donc, c'est un livre qui présente des notices sur les différents peuples et les différentes régions du monde musulman. Et dans le premier volume, à la notice berbère, barbare, voici ce qu'il nous dit. Et il nous dit qu'il n'existe nulle part au monde donc des êtres aussi répugnants et aussi pervers que les berbères. Et il rapporte que le prophète aurait dit « Quand même je n'aurais rien à distribuer comme aumône, si ce n'est la poignée de mon fouet, je serais plus enclin à la donner plutôt que d'affranchir un esclave berbère. » Donc, la violence de ces images avait fini par avoir des effets désastreux sur une bonne partie des lettrés berbères qui, comme le souligne Ibn Khaldoun, ont cherché à blanchir leur origine en forgeant des généalogies rattachant les Berbères à des ancêtres venus de la péninsule arabique. Donc, on va se trouver, en effet, très tôt devant une sorte de complexe obsessionnel où les Berbères vont prétendre donc appartenir
à la nation des Arabes et descendre même donc d'un ancêtre commun arabe. Un des exemples les plus éclatants de ce complexe obsessionnel et de la négation de soi est celui raconté par l'historien kirwanais du XIe siècle, Abu Bakr al-Maliki, dans son livre Riyad al-Nufus, Le Jardin des âmes. Il dresse une série de biographies consacrées aux saints et aux grands lettrés de Tunis. Et l'un des personnages donc, sur lequel il s'attarde s'appelle Al-Bahloul ibn Rashid al-Ra'ini, qui est un juriste et saint homme vénéré pour sa piété et sa dévotion. Ce personnage était épouvanté d'appartenir donc à la multitude camitique berbère, déchu et flétri. En effet, selon une vieille tradition musulmane, Cam, l'un des trois fils de Noé, était à l'origine un homme blanc, doté d'un beau visage et d'une allure fort agréable. Mais Dieu changea, bien sûr, selon ce récit, sa couleur à la suite de la malédiction donc prononcée par son père. Et du coup, une partie de sa descendance se serait établie en Inde, en Afrique et au Maghreb. Et c'est cette dernière lignée qui serait à l'origine des Coptes d'Égypte et des Berbères. Alors du coup, notre saint homme, inquiet pour le salut de son âme, cet homme donc vivait dans la hantise constante et effrayante de la disgrâce du Seigneur. Jusqu'au jour où il apprit qu'il n'était pas de souche berbère, et alors, nous dit le texte, alors pour remercier Dieu, il organisa un somptueux festin auquel il convia donc tous ses amis et ses proches. D'autres récits confirment donc ce complexe donc obsessionnel qui témoigne d'une dépersonnalisation morale et culturelle aiguë chez beaucoup de savants et mystiques maghrébins. Ces exemples montrent le caractère prégnant dans la culture arabe d'une négrophobie doctrinale agrémentée d'une haine de soi. Encore faut-il le rappeler, en dehors de la mouvance kharigite. Kharigite, c'est le schisme qui s'est installé donc, dans le monde musulman à partir donc, du 7e siècle, à partir donc, de l'arrivée du 4e calife Ali, et qui va juste provoquer donc, la naissance d'une nouvelle mouvance, donc, à la fois politique et religieuse. Hein, et les chiites aujourd'hui se trouvaient essentiellement donc, concentrés en Iran, hein, donc, et on trouve également donc, des chiites en Irak, en Syrie, hein, et vous avez deux tendances essentielles de chiites qui représentent à peu près dans la mouvance musulmane sur le milliard de musulmans dans le monde, à peine 9 ou 8%. Vous avez les chiites duodécimains d'Iran, et puis vous avez les chiites septimains donc, de Syrie, et également donc, en Inde et dans certaines autres régions. Donc on retrouve justement une sorte de nébuleuse, de sorte d'archipel hein, de chiites à travers le monde. Alors, donc en dehors de cette mouvance, la noirceur de peau a toujours constitué, selon la plupart des exégètes musulmans, un défaut inacceptable, et ce au même titre que tous les autres vices rédhibitoires pour accéder au pouvoir suprême. Alors, je rappellerai ici le sort réservé donc, au prince Ibrahim ibn Mahdi, le fils d'Al-Rachid. Ce calife éphémère a été destitué en 819 car sa mère était une concubine royale d'origine afro-iranienne et qu'il était lui-même un hajim, c'est-à-dire un mulâtre, un sang mêlé et surtout de teint très foncé. Quant à l'esclave nubien Kafur, c'est un eunuque d'origine soudanaise, qui est arrivé donc, au pouvoir après la mort de son maître, ce grand bâtisseur et protecteur des savants et protecteur donc, de l'Égypte, fut violemment vilipendé, haï et calomnié durant les 22 ans de règne. Et l'un des textes donc, les plus ignobles composés par ses détracteurs, et notamment par celui d'un grand poète qui s'appelle Moutanabbi, figure toujours aujourd'hui dans les programmes et les manuels scolaires des élèves donc, dans le monde arabe. Dès lors, on le voit, donc, négritude, stupidité, laideur et turpitude sont présentés comme le signe épatant d'un caractère congénitablement débile, fourbe et hypocrite.
Nous retrouvons chez Ibn Qutayba un témoignage éloquent de la manière dont s'est opéré ce glissement progressif et continu du cliché ethnique vers le mépris et la stigmatisation. Dans un passage de son Kitab al-Ma'ad, donc le livre des savoirs, Ibn Qutayba revient sur la question qu'on a évoquée tout à l'heure des Noirs, et notamment la question donc du mythe de la damnation. Donc, il fait appel à une autorité musulmane, donc des premiers temps de l'islam. Wahb ibn Munabbah, c'est un chrétien converti à l'islam et qui était honoré et célébré surtout pour son immense culture et surtout son savoir biblique et talmudique. Ibn Qutayba affirme qu'au commencement, les Noirs étaient blancs, beaux et sémillants. Et ce qu'il dit, c'est que Wahb ibn Munabbah rapporte, explique-t-il, que Ham, fils de Nouh, était à l'origine un homme blanc. Il était doté d'un beau visage et d'une allure fort agréable. Mais Dieu changea la couleur de Ham à la suite de la malédiction de Nouh, son père. Ham s'en alla alors suivi de ses enfants et s'installa au bord de la mer. Dieu les fit multiplier et croître. Ils firent ainsi à l'origine de la lignée des peuples noirs, les Soudanais. Leur nourriture était faite de poissons et ils aiguisèrent leurs dents, les portant pointus comme des aiguilles, car la chair du poisson s'y attachait. Un certain nombre de descendants de Ham s'établirent au Maghreb. Ham engendra Cush, Canaan et Fout. Ce dernier partit s'installer en Inde et dans le Sindh, qu'il peupla de sa postérité. Cush et Canaan, quant à eux, ils furent à l'origine de la race des Noirs, représentés par les Nubiens, les Zenj, ce sont les Noirs de l'Afrique orientale, les Fazanais, donc les Libyens, les Agawas, les Abysses, les Coptes et les Berbères. Et donc, du coup, sur ce canevas disparate, une pléiade de prosateurs arabes va se charger par la suite de répandre méthodiquement ces implications. Alors nous avons des textes qui remontent à Ibn Hawqal, à Ibn Butlan, qui est un médecin donc, de Bagdad du XIe siècle, un médecin chrétien, qui va écrire un recueil à l'attention des acquéreurs d'esclaves pour leur justement expliquer comment tirer le meilleur profit de leurs esclaves selon donc leurs origines, leurs attributs physiques et psychologiques. Alors, nous avons en effet toute une série de textes chez Al-Mas'oudi également, où on retrouve ces préjugés donc détaillés. Et selon Al-Mas'oudi, donc, les Arabes auraient adopté les mêmes préjugés qu'ils avaient hérités de l'Antiquité tardive et qu'ils ont contribué eux-mêmes à accentuer. Il rappelle, à titre d'exemple, que le philosophe Yaqub ibn Ishaq al-Kindi avait discuté des attributs physiques et intellectuels des Noirs et des Indiens. Alors voici ce qu'il dit. Par leur intelligence, leurs principes politiques, leur sagesse, par leur robuste constitution, autant que par la pureté de leur tape, par les Indiens, de leur sagacité, les Indiens diffèrent de toutes les races noires, telles que les Zenj, les Damed et leurs semblables. Puis elle a vu Gallia, donc Gallia qui est un médecin donc gréco-romain du IIe siècle. Selon lui, il explique que Gallia attribue aux Noirs 10 traits spécifiques, à savoir les cheveux crépus, les sourcils rares, les narines développées, les lèvres épaisses, les dents aiguës, l'odeur forte de la peau, la noirceur de la prunelle, les crevasses des pieds et des mains, le développement de la verge et une gaieté excessive. Alors, il explique que la prédominance de ce dernier trait s'explique par la débilité du cerveau du noir et de la faiblesse de son intelligence. Et il rajoute que Taous al-Yémen, qui était le disciple d'Abdallah ibn Abbas et l'oncle du prophète, ce Abdallah ibn Abbas ne mangeait jamais de la chair d'un animal abattu par un noir. Les Noirs, disait-il, sont des créatures hideuses. Et Mas'oud, il nous dit, il m'a été rapporté que le calife Abu al-Abbas al-Rabi, le fils d'Al-Muqtadr, n'acceptait rien de la main d'un noir. Il disait que c'était des esclaves monstrueux et répugnants. Alors,
Mas'ud dit, j'ignore si, en agissant de la sorte, il suivait l'exemple de Taous ou s'il se conformait à des rites particuliers. Et puis il ajoute, les anciens comme les modernes ont discuté de la cause de la formation des Noirs et de leur position par rapport à la sphère. On a recherché sur l'une des 7 planètes, les 2 luminaires et les 5 autres président à leurs actions et ont une influence particulière sur leur naissance et leur développement physique. Mais notre ouvrage n'étant pas consacré à ce genre d'études, nous pouvons rapporter ce qui a été dit à cet égard. Le lecteur trouvera dans notre Akhbar al-Zaman les théories et les arguments qui ont été proposés à l'appui de ce que nous venons de dire. Ils y trouveront encore l'exposé du système et des astronomes anciens et modernes qui ont placé les Noirs sous l'action de Saturne. Alors, le problème, c'est que ce livre auquel il se réfère a été complètement perdu et on ne sait pas ce qu'il contient donc à ce propos. Enfin, il faut dire que pour briser l'empire du conformisme, il a fallu attendre quand même le milieu du XIVe siècle et c'est avec Ibn Khaldoun, donc le philosophe maghrébin, que l'on assiste à l'éclosion d'une nouvelle culture savante. Celui-ci tente alors de s'attaquer à sa manière à la pensée éthique et à ses dérives insensées. Alors, Ibn Khaldoun, à propos du mythe de Cam, il dit ceci. Des généalogistes qui ne connaissent rien à la nature des choses ont imaginé que les Noirs sont les fils de Cam, fils de Nour, et que la malédiction proférée par ce dernier est la cause de la noirceur de la peau de Cam et de l'esclavage que Dieu fit subir à ses descendants. Or, le Pentateuque dit seulement que Noé maudit son fils Cam et il n'évoque nullement la couleur de celui-ci. La malédiction rendait seulement les fils de Cam esclaves des descendants de ses frères. Attribuer la couleur de la peau des Noirs à la filiation de Cam c'est ignorer la véritable nature de la chaleur et du froid et leurs effets sur les climats et les créatures. La peau noire des habitants des 2 premières parties du monde résulte des éléments propres à leur climat, c'est-à-dire à l'excès de chaleur croissante dans le sud. Mais le problème de Ibn Khaldoun, c'est qu'il ne parvient pas à se défaire complètement de la pensée, c'est-à-dire de cette présumée théorie des humeurs et des climats, et de tous les vieux pensifs, donc postulant l'infériorité, l'inconstance et l'extrême émotivité des Noirs. Voilà ce que je voulais vous proposer donc, comme élément donc, de discussion sur l'extension de l'esclavage d'une part et d'autre part la diffusion justement de ces préjugés et de ces catégories donc, qui sont développées à travers donc, les premiers écrits donc, arabo-musulmans. Alors, c'est vrai qu'on pourrait bien sûr prolonger cette discussion au-delà de la question de la race ou de la question des discours donc, raciaux, puisqu'on pourrait y intégrer aussi toutes les questions liées aux autres formes de discrimination frappant les minorités, qu'elles soient religieuses. Vous savez que dans le monde musulman, vous avez beaucoup de minorités, notamment des minorités juives, des minorités chrétiennes, des minorités zoroastriennes, et lesquelles ont été aussi assignées à un statut particulier, donc on appelle le statut de la dhimma, mais cette dhimma qu'on traduit le plus souvent par la protection donc, des minorités religieuses, était en fait assortie aussi par des discriminations terribles et par donc des inégalités qui les frappaient qui les avaient frappés pendant tous les premiers siècles et même au-delà de ces siècles-là. Au-delà, si vous voulez, de cette question des minorités, on pourrait aussi évoquer les discriminations et les inégalités sociales. Et là-dessus, je vous donnerai juste un exemple, parce que l'image que l'on a du peuple, vous savez, dans le monde musulman de l'époque, on a 2 catégories sociales. Vous avez ce qu'on appelle la catégorie d'al-khassa, donc la noblesse, et vous avez la catégorie d'al-am, donc le peuple, la classe du peuple. Et juste un exemple donc, que nous restitue un géographe donc, du 9e siècle, Ibn Faqih al-Hamadani, qui rapporte quelques bribes donc, de discours attribués donc, à 2 grandes figures de l'élite intellectuelle
et politique donc de la première, c'est-à-dire du premier empire et du deuxième empire. Sous l'empire omeyyade, lors de à sa naissance avec le calife Muawiyah, et puis par la suite donc sous le califat de Rachid, donc au temps abbasside. Alors, ce qu'il dit, c'est que nous permet de toucher de près donc les représentations dominantes à l'époque par rapport donc aux catégories populaires. Il nous dit que le calife Muawiyah, qui a régné entre 661 et 680, c'est le plus long règne donc, de l'époque omeyyade, et il aurait demandé donc à l'un de ses conseillers comment il voyait donc l'agencement des sociétés humaines. Et ce conseiller du calife qui s'appelle Al-Ahnaf ibn Qais, qui est mort en 687, il lui répond ainsi. Il dit au sommet, il y a des puissants qui ont été favorisés par le sort, des notables ennoblis par leur clairvoyance et des nantis élevés par leur richesse. À cela se sont agrégés des érudits honorés par la finesse de leur éducation, et après eux, les gens sont à peu près semblables aux animaux. Affamés, ils errent, repus et dorment. Alors, on a typiquement la même réponse un siècle plus tard de la part d'un des ministres donc, du calife Rachid, qui disait les hommes se répartissent en 4 classes, selon lui. Des rois servis par leur mérite, des vizirs distingués par leur sagesse et leur sagacité, et des notables élevés par leur fortune. À ces derniers se rattachent des coteries rehaussées par leur culture, et en bas de l'échelle, on trouve le reste, c'est-à-dire un ramassis d'ignobles rebuts, un torrent d'écume et des hordes de vil bétail. Leur unique préoccupation est de manger et de dormir. Donc, vous voyez que, indiscutablement, donc, la vision partagée donc, par ces deux représentants de la noblesse montre clairement donc, le prix qui ne frappe pas que, justement, les populations subalternes, les populations d'origine servile, mais également donc, les catégories populaires les plus basses. Et à travers ces images, donc, on voit bien donc, ce souci, cette volonté de hiérarchiser, de catégoriser, de stigmatiser et surtout de classer les gens et puis surtout d'éliminer, d'éliminer donc l'accès, comme on l'a vu, parce que le prince étant d'un teint foncé ou parce que il était donc mulâtre de naissance, ou parce que donc l'origine descend donc au plus bas du peuple, serait donc en effet considérée comme une infirmité innée et irrémédiable, donc qui justifie en quelque sorte la domination, et on voit à travers donc ces clivages donc qui reposent sur des rapports de pouvoir et de dichotomie radicale. Donc on voit que ces dichotomies portent essentiellement sur l'humain, la bestialité, le pur, l'impur, l'élévation et la bassesse. Je vous remercie.